Je peux te les montrer là, c'est mon morceau. Je ne vous ai jamais parlé de Gio. C'est un ami avec qui on se retrouve parfois pour regarder des films, sauf que lui, il est passionné par un type de cinéma. Le cinéma japonais, on le voit souvent comme un tout homogène, alors qu'en fait, il s'agit d'une palette tellement large. Regarde, la représentation des espaces clos entre Yasujiro Ozu avec une caméra vraiment au ras du sol, statique, et Akira Kurosawa, ça n'a strictement rien à voir. Je pense qu'il est inutile de vous en dire plus. Mais c'est une chance car je connais peu le cinéma japonais et il me fait régulièrement découvrir des pépites de l'île au soleil levant. De plus, il a une chaîne YouTube où il parle de différents sujets concernant le Japon. Je ne peux que vous conseiller d'aller la découvrir, elle sera dans la description. Je suis un peu pompette, mais c'était une rencontre très sympathique. Du coup, j'ai pu acheter ma petite bouteille de saké ici. Et maintenant, je vais essayer de trouver un ramen. Je sais pas par où c'est. Voilà, donc on se voit aujourd'hui et ce sera parfait pour me faire oublier l'échec de la pentalogie des Scary Movie. Depuis cette journée, je n'ai plus eu d'échange avec Eva. Je pourrais quand même peut-être lui écrire pour... Non, elle m'a saoulé la dernière fois et ce n'est pas moi qui vais revenir vers elle. J'ai ma fierté, j'ai mes principes, hors de question de... Ah, ça doit être Joe. Comme d'habitude, il est passé à la boutique japonaise du quartier et a ramené quelque chose à manger, mais surtout, c'est lui qui amène le film du jour. Harakiri ? De Masaki Kobayashi, un film sur la fierté, les principes et justement, j'y pensais le suicide. C'est très personnel, mais j'aime particulièrement les films de sabre japonais. Peut-être parce que j'ai découvert le cinéma de ce pays à travers ce genre de film. Et je crois que je suis aussi assez sensible aux hautes valeurs morales et à la rigueur des personnages incarnés dans ces récits. Il ne s'agit pas seulement de combat, mais plus largement, chaque geste, chaque mot semble porter en lui toute son importance. Il y a une sorte d'image du guerrier idéal et viril qui s'accorde parfaitement à une haute valeur morale. Et Harakiri semble s'inscrire dans ce registre. Le film commence avec une voix off permettant de contextualiser le récit. Donc notre histoire se déroule au début de la période d'Edo. L'époque Edo, qui est l'ancien nom de Tokyo, s'étend de 1603 à 1868. C'est une époque florissante sur le plan du développement urbain et de la culture au Japon. C'est là où ils ont inventé les fleurs de cerisier. Nous découvrons Hanshiro Tsugomo, un ronin, c'est-à-dire un samouraï sans maître, qui se présente au château du clan Lee. Il explique ne plus avoir de clan depuis 11 ans et préférer mourir aujourd'hui que de continuer à vivre dans la pauvreté. Il demande à l'intendant Saito de pouvoir accomplir le suicide rituel en se faisant harakiri en ces lieux. Et déjà là, on retrouve toute la rigueur propre au genre. Le décor est sobre et chaque objet, chaque personnage est à sa place. Les mots sont soigneusement choisis, le moindre geste est savamment chorégraphié en signe de respect et en ce sens, la caméra s'adapte à cela, en favorisant grandement le plan fixe et en bougeant qu'en homogénéité avec les personnages. Ce genre de film, moi, ça me donne automatiquement envie de me tenir droit, de parler le moins possible, d'économiser mes gestes et puis de devenir aussi moralement exemplaire, quoi. Moi, de trancher des gens avec un katana. En fait, moi aussi, ouais. L'intendant Saito ne se montre pas chaud à organiser un harakiri car il y a quelques mois, un autre ronin du nom de Chijiwa avait fait la même demande. Flashback sur ce récit. On va nous raconter une histoire dans l'histoire, exactement comme Rashomon. Oh mon dieu, tout est lié, c'est donc ça le cinéma japonais. Oui, mais bon, Citizen Kane, ça fonctionne exactement de la même manière. Ah putain, Citizen Kane, c'était un film japonais ? Chijiwa fait la demande à pouvoir être accompagné au suicide rituel, mais les samouraïs du château de Lee se rendent compte qu'il s'agit surtout d'une mise en scène du jeune ronin pour attirer la pitié et espérer repartir avec une aumône. Ils sont agacés et je les comprends, en se comportant ainsi, ils bafouillent complètement les valeurs morales du samouraï. J'espère qu'il s'en tirera pas si facilement. Et eux non plus apparemment, puisqu'ils décident de le prendre au mot et d'organiser le suicide rituel. Là, le jeune ronin panique un peu et demande quelques jours de grâce, mais... Voilà, il est grillé, et franchement s'il meurt, ça lui apprendra à pas vouloir se suicider. L'intendant s'incline devant l'armure de ses ancêtres, qui est un objet hautement symbolique et qui représente toutes les traditions ancestrales du clan. Et la façon dont Kobayashi la filme est très intéressante. L'intendant demande à l'armure de pardonner ce harakiri forcé afin de donner l'exemple et protéger les traditions. L'armure et l'intendant sont filmés comme deux interlocuteurs, mais l'armure est chargée d'un poids hiérarchique à chaque plan. Elle est droite, au centre de l'image, alors que l'intendant est courbé, au bas du cadre. Elle bénéficie d'un travelling et d'une contre-plongée, renforçant toute sa domination. Là encore, elle déborde du cadre pendant que l'intendant semble minuscule, et cette valeur est encore renforcée par le sabre, ici, et le petit couteau, là. On appelle ça un wakizashi. Wakinami, Wakizashi. Wakinani, Wakizashi. Wakinumi, Wakizashi. Wakisami. Wakizashi. Mais ce qui me marque le plus, c'est ce contre-champ, en gros plan, où l'armure est vide et totalement silencieuse. Ça accentue deux idées paradoxales. D'un côté, son omnipotence et son rang de divinité. D'un autre, le fait qu'il s'agisse seulement d'une belle carapace vide.
La cérémonie va débuter, mais on découvre alors que le jeune Chijiwa a commis un autre crime. Il a vendu ses lames, symbole de l'honneur des samouraïs, et les a remplacées par des armes en bois. Les samouraïs sont agacés et exigeront alors que le rituel soit mené avec ces armes pour lui faire payer ce déshonneur. En vrai, pourquoi il faisait pas en sorte de se trancher, je sais pas, la tête? Comment ça? Là, ça a l'air franchement salissant, un peu efficace et puis douloureux. Du coup, si tu prends ton sabre, que tu vises la carotide et que tu gardes d'un Non. coup comme ça, Non, Jojo, on peut pas s'auto-décapiter. Ouais. Par contre, il pourrait prendre son sabre comme ça et essayer de se l'enfoncer dans l'œil. Bref, tout est en place et la cérémonie peut à présent commencer. このように十文字にか裁いていただく。それをよく見届けた上で拙者が解釈つかまつる。十二分にか裁いていただいた上でなければ解釈の儀はつかまつらん。よろしいかな。 Ah, le truc de l'œil, ça a l'air plus simple quand même. Hein. Tu vois? Par contre, j'ai vu dans Titan, tu peux aussi prendre une baguette, viser l'oreille, tu la rentres d'un coup comme ça. Le jeune, sous la pression du clan, va alors débuter son suicide assisté. Il demande à nouveau 2 jours de répit, mais ça lui est encore refusé. On retrouve là encore toute cette esthétique de la précision, où chaque corps, chaque geste est soumis à une organisation stricte régie par les valeurs traditionnelles. Le seul corps qui se démarque, c'est évidemment le jeune Ronin. Voûté, anxieux, transpirant, bref, un corps débordant de vie, proche de la mort. Et j'ai presque l'impression que ça dresse un parallèle critique avec l'armure vide et sans vie de la scène précédente. Est-ce que le film serait un peu critique sur cette attitude morale? Voilà. Mais non, mais le jeune, il l'a un peu cherché quand même, là. Et pourquoi on construirait un personnage médiocre pour critiquer d'autres personnages qui ont de hautes valeurs? Ouais, non, c'est n'importe quoi, on va voir la suite. Le sabre en bois est donné au jeune à qui il est alors exigé de procéder au suicide. Tous les membres du clan attendent. Enfin, en plein désespoir, Chijiwa se saisit de la lame en bois et commence à se poignarder. Il saigne et implore qu'on l'achève, mais cela lui est refusé tant que son ventre n'est pas entièrement ouvert et... C'est horrible. Je trouve que c'est une des scènes les plus intenses de l'histoire du cinéma japonais. Cette scène dure presque 3 minutes. 3 longues minutes où on assiste à l'agonie de ce jeune sous les yeux des autres samouraïs. Et c'est là, à ce moment précis, que je me suis dit « C'est vraiment des connards ». Ils se conforment à leurs principes. C'est vrai, mais avec une scène pareille, j'en viens à prendre complètement parti pour ce pauvre gamin qui a essayé de tricher un peu face à ces types froids et sans âme. On revient à l'intendant demandant à Tsugomo si, malgré cette histoire, l'homme est toujours déterminé. Ce dernier dit que yep yep et il se retrouve dans la cour, celle-là même que nous avons découvert lors du flashback précédent. Le héros se dit prêt alors à s'ouvrir le bidon. Sauf qu'il va pas mourir, on n'est même pas à un tiers du film là. Qu'est-ce que tu penses qui va se produire? Je pense qu'il va prendre son sabre, il va aller vers eux, il va faire « Vous avez tué mon fils, je vais me venger ». Et il va commencer à Alors, c'est possible. les trancher un peu comme ça, tac, petit coup dans le ventre, flap, boum, suriner. Donc, tout est prêt pour le harakiri, mais Tsugomo demande si Omodaka est disponible pour abréger ses souffrances. On va le chercher, et en attendant, notre Ronin va conter une histoire à ses hommes, et se permet même un gros teasing en expliquant qu'il connaissait le jeune Chijiwa. Et je suis sûr c'est son fils. Tu veux pas laisser le film te raconter les choses à son rythme? Ouais, bien sûr. Et il est venu se ranger. Oh mais ta gueule. Nouveau retour dans le temps, on retrouve Tsugomo s'entraînant à l'arc avec un ami. On comprend vite que les 2 hommes ont perdu leur femme, mais que Tsugomo a une fille, Miho, et son ami un fils, Chijiwa. Et voilà, c'est pas son fils. Mais attends, mais du coup je comprends pas pourquoi il veut se venger. Il veut pas se venger, il veut se faire harakiri auprès de ce clan. Mais alors pourquoi au lieu de faire harakiri, il parle de son fils? Bon, tout pourrait aller bien, mais pas de bol, le clan est dissous et l'ami de Tsugomo se fait harakiri. Notre héros jure alors de s'occuper de Chijiwa, comme si c'était son propre fils. Retour au présent où on apprend qu'Omodaka se dit gravement malade et refuse de quitter sa chambre. Tsugomo choisit alors successivement 2 autres personnes, mais toutes sont malades. L'intendant comprend que quelque chose de louche se trame et souhaite exécuter l'homme, mais celui-ci donne sa parole qu'il se fera bien harakiri une fois son récit terminé. Nous revenons donc à son récit où sa fille et son fils adoptif se marient et ont un enfant. La famille vit de peu mais se révèle heureuse et comme dans tout scénario où tout va trop bien et qu'il faut relancer les enjeux, les maladies c'est quand même super pratique, hein. Alors déjà ça dépend de la maladie, et ensuite... bah non. Ah non mais je veux dire en termes d'outils scénaristiques.
La maladie est quelque chose de tout de suite identifiable, tout le monde voit ce que c'est, tout le monde la comprend, on n'a pas besoin de la filmer directement. Il suffit de cracher un peu de sang ou d'être cloué au fond du lit. En plus, la maladie ne nous laisse, nous spectateurs, jamais neutres. On l'appréhende et on la fuit. Dès qu'un personnage est malade, on aura tendance à éprouver une certaine empathie envers lui. Mais surtout, et c'est ce qui en fait l'outil parfait du petit scénariste en herbe, elle peut surgir n'importe où, n'importe quand, sans aucune explication. Il y a un arbitraire absolu dans la maladie où le moindre petit truc peut mener à sa dégradation, voire jusqu'à la mort. C'est un outil parfait pour relancer des enjeux lorsque les personnages n'ont plus aucune raison de chercher à faire évoluer leur situation. C'est exactement ce qui se passe ici. La famille vit heureuse, faut qu'on avance, alors boum, malade. Et j'avoue que c'est un trope qui me gâche la quasi-totalité des films dans lesquels il apparaît depuis Forrest Gump. Je vois ce que tu veux dire, mais je suis pas d'accord. Bon alors casse-toi. Non mais je veux dire, la maladie surgit pas sans raison ici. Bah si, y a aucune scène qui l'introduit. Aucune scène ne nous montre Miho fragilisé avant cela. Par contre, il y a une scène d'échange qui vient juste avant, c'est celle-là. その話を聞き伝えた浪人者たち、それぞれ天でに各大名の江戸屋敷の玄関先に立ちはだかり、腹を切ると称して動かない。扱いに窮して手を焼いた大名屋敷では、何がしの金を与えて追い返す。つまらぬことがお入りのよしにございますが。ああ、まったくの。いかに切羽詰まっているとはいえ、寂しいことを。Ok, et quel rapport avec la maladie? Justement. On produit un sentiment de paradoxe chez le spectateur, puisque Chijiwa, qu'on nous a introduit en se faisant passer pour un ronin désireux de se faire harakiri pour recevoir à la place l'aumône, dénonce ici cette pratique. La maladie, surgissant juste après, permet de souligner la démonstration du film. La rigueur morale des personnages ne tient pas lorsqu'elle est confrontée au réel. Alors utiliser l'astuce de la maladie qui surgit au milieu de nulle part pour faire avancer l'intrigue devient alors très intelligent. Car c'est justement ça qui met en péril les théories morales sur lesquelles on repose nos comportements. Notre droiture morale, elle repose pas sur des valeurs absolues, mais sur un contexte qui nous entoure. D'accord, et du coup il y aurait un contexte qui pourrait justifier que je crame au lance-flamme une personne qui utilise 2 sièges avec ses bagages, alors qu'en fait il y a encore plein de personnes qui sont debout, et quand on va lui demander « Excusez-moi, est-ce que c'est possible de s'asseoir ici ?», elle répond « Ah non, désolé, c'est réservé pour quelqu'un », et du coup, 3 arrêts plus tard, il y a toujours ces putains de bagages sur le siège. Oui, tu peux. Donc Miho est malade et ni son mari Chijiwa ni son père Tsugumo ne trouvent un travail pour payer ses soins. Pire encore, le bébé tombe à son tour malade. Alors Chijiwa, sans prévenir sa famille, se rend au clan Lee et la suite vous la connaissez. Son cadavre est ramené, la famille est, on peut dire, un peu déboussolée par les nouvelles du jour, d'autant plus que le clan ne se gêne pas pour donner des détails. Donc je récapitule. Tsugumo se retrouve face au cadavre de son gendre mutilé, pendant que sa fille crachant du sang essaye vainement de repousser la mort de son enfant. Ouais, c'est pas le jour pour jouer au loto. Mais ceci dit, le récit prend soudain une tournure plus gaie, puisque... Ah bah non, ils sont morts, la fille est morte, le bébé est mort, ils sont tous morts, c'est affreux. Il ne reste que Tsugumo, guidé par son désespoir, qui va pas tarder à se suicider. Ok, c'est ce genre de film. Ce genre de film? Le genre de film qui ne te fait pas des petits câlins pour que tu t'assoupisses dans ton canapé avec le sourire. Non, lui il te chope, il t'essore, il te secoue dans tous les sens et quand tu crois qu'il va se calmer, il te sort un point américain et il te met une série de patates jusqu'à ce que tu craches tes dents. Ouais, c'est précisément ce genre de film. Tsugumo conclut son récit en narrant le combat qu'il a mené contre les 3 hommes qui ont organisé ce suicide forcé, et cela nous donne l'occasion d'admirer un des plus beaux duels de sabres de l'histoire du cinéma. Il lance au pied de l'intendant les 3 chignons récoltés. Et c'est un signe de déshonneur terrible au Japon. C'est un peu comme si ici, tu te réveillais d'un lendemain de soirée avec une croix gammée sur le front et que tu t'en rendais compte qu'au moment où t'es en plein repas avec ta belle famille. Ça sent le vécu ça. Non, j'ai pas vécu ça. Mais mon beau-frère, oui. Oh, du coup il a dû se faire harakiri? Non, tu penses-tu? Non, il a pas fait harakiri. Du coup, j'ai dû le tuer moi-même. L'intendant apprécie moyen qu'on lui gâche ainsi sa journée, il ordonne la mort de Tsugumo et se casse. Et c'est le grand final à coup de rouste à la pelle, et vas-y que je te tranche, et toi je t'empale, et vous je vous littérise, pif paf, jusqu'à arriver à l'armure des ancêtres. Il s'en empare, fout le sbeul comme jamais une mère a vu faire, et se fait enfin le harakiri promis. Les méchants sont un peu bougons, ils rangent tout, fin. C'est marrant parce que tu les as appelés les méchants. Ouais. Alors qu'au début, tu les trouvais exemplaires, non? Oui, c'est vrai. Du coup, t'en as pensé quoi? C'est un chef-d'œuvre.
Non, je vais même aller plus loin. C'est un des films qui m'a le plus ébranlé de toute l'histoire du cinéma. Alors je sais que j'en sors à l'instant et peut-être que l'effet s'estompera, mais là, maintenant, je trouve qu'il excelle à tous les niveaux. Son esthétique pour commencer. Le film est magnifique. La plupart des décors sont épurés et particulièrement mis en valeur par un éclairage qui semble toujours être à son exacte juste place. Cette valeur esthétique pourrait rendre un univers froid, mais ce n'est pas le cas. De la fumée, le bruit du sable, l'herbe pliée par le vent et encore d'autres éléments rendent le décor vivant. Les acteurs sont excellents, à commencer par Tatsuya Nakada et qu'on retrouvera dans La Condition de l'homme de Kobayashi, mais aussi comme acteur de prédilection d'Hideo Gosha, et dans un paquet d'autres chefs-d'œuvre. Ses yeux légèrement écarquillés et vitreux débordent à chaque instant d'humanité et sont mis en valeur par les nombreux gros plans dont le visage bénéficie. Bah tiens, son regard, ça me fait un peu penser à celui d'Al Pacino. Le rythme est efficace, le récit se déploie intelligemment en organisant ses flashbacks de sorte à rendre son message que plus percutant, sa conclusion douce amère évite d'en faire un film simplement moralisateur pour donner une portée que plus subtile à sa démonstration. C'est beau, c'est grand, c'est une claque aussi forte qu'agréable dans la gueule innocente du spectateur que je suis. T'as rien dit sur le son? C'est tout à fait exact. En plus de tous ces éléments, le film est mené par une bande originale envoûtante et exotique de toute beauté, sachant s'effacer quand il faut, comme donner le rythme des moments plus intenses. Ouais, en fait, le son, il t'a pas marqué. J'avoue que je brode un peu. Et c'est tout à fait normal. La musique d'Harakiri a été composée par Toru Takemitsu, un compositeur né en 1930 et à la carrière passionnante, car il sera d'abord fasciné par la musique occidentale, et plus particulièrement par des compositeurs français, comme Erik Satie ou Claude Debussy, et rejettera fortement la musique traditionnelle japonaise. Ce n'est qu'en 1958 qu'il s'y réintéressera sérieusement. Soit tout juste 4 ans avant Harakiri. Donc on a un compositeur qui a rejeté les valeurs traditionnelles de son pays, travaillant sur un film dont le thème est une critique des valeurs traditionnelles de son pays. Donc on peut penser que le compositeur a compris les enjeux thématiques du film et a travaillé sa musique en conséquence. Et maintenant que j'y pense, il y a effectivement des moments qui m'ont marqué. Le meilleur moment étant le grand final. L'intendant exige la mort de Tsugomo, puis retourne dans ses quartiers. Un long silence s'ensuit, puis le premier coup est porté. Et là où la plupart des Chambara se focalisent sur le combat, le film décide de le laisser pour le moment en hors-champ. À la place, la caméra opère un lent travelling jusqu'à l'intendant. Puis c'est celui-ci qui commence à se déplacer. Gros plan débulé sur son visage, et durant tout ce temps, la musique se résume à une seule note. Et je l'ai même apprise au ukulélé, regarde. Non, attends, c'était pas ça. Non. Je l'avais. Non, mais putain, mais je l'avais! Ici, pas de parole. Mais la musique, par la répétition de cette unique note, nous fait comprendre énormément de choses. Déjà, la répétition entraîne une invitation à l'action. Quelque chose est déclenché, mais ne se poursuit pas. On aimerait que l'intendant aille annuler son ordre, mais il ne le fait pas. D'autre part, la répétition de cette unique note est renforcée par des percussions. Cela permet d'appuyer sur l'importance de quelque chose. Cet aspect marque une idée qui obsède alors l'intendant. Et ce qui l'obsède, c'est... Je sais pas, sûrement les fleurs de cerisier bercées sur l'étang. Le doute. Le doute est omniprésent. Il est souligné par cette note appuyée et répétitive, mais aussi par le jeu de l'acteur, par son déplacement hésitant dans l'espace, par le silence général et par le plan débulé. Ce que je veux montrer par là, c'est que la musique peut être signifiante, la mise en scène aussi. Ce ne sont pas ici de simples outils secondaires au service d'une narration, et ce ne sont pas non plus des éléments métaphoriques. Non, ici, ils font pleinement partie du thème du film. Et j'ai pris une scène ici pour faire une démonstration rapide, mais je vous assure que je pourrais faire pareil avec chaque scène de Harakiri. C'est une œuvre complète, pertinente et brillante. Toute sa maîtrise est mise au service de ce message clair, précis et implacable. La rigueur morale, si elle est poussée à ses extrêmes, peut revenir à appliquer exactement ce contre quoi elle se bat. Une justice aveugle, en décalage avec toute réalité et qui se retrouve plus au service de ce qu'elle doit être, mais au service de ce qu'elle veut paraître. Harakiri est une ode au doute, à la remise en question, à la révolte et au pardon. Eh ben c'était un putain de film. En tout cas, merci énormément Gio de nous l'avoir fait découvrir. Et n'hésitez pas, en tout cas, à aller faire un tour sur sa chaîne. Vous verrez plein de choses sur le Japon, c'est super intéressant. Quant à moi, il faut que j'y aille. J'ai quelque chose à faire. Merci beaucoup. Et à toi. So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow.
Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got there. Salut. Salut. Je venais de dire que je suis désolé. Mais Know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting